La pluie de fin d'après-midi tambourinait sur le toit en tôle du petit garage de Lyon, niché dans une rue tranquille bordée de cafés de quartier et de librairies anciennes. Marc Dupont, 34 ans, essuyait la graisse de ses mains calleuses lorsqu'il entendit un bruit de moteur étouffé, puis le silence d'une moto en panne dehors. À travers la vitre embuée, il distingua une silhouette, une femme en blouson de cuir noir, ses cheveux bruns trempés par l'averse, accroupie près d'une Harley-Davidson vintage. Elle ne criait pas à l'aide, ne sortait pas son téléphone avec panique. Elle se tenait simplement là, sous l'orage, les épaules légèrement tremblantes. Marc connaissait ce sentiment. Être seul face à une machine brisée, et à des rêves brisés. Il ouvrit la porte, sortit dans la pluie et s'approcha. Personne n'aurait pu imaginer que ce simple geste allait bouleverser 2 vies à jamais. Un homme qui avait tout perdu, sa femme, ses espoirs, sa foi en l'amour. Et une femme qui semblait tout avoir à l'argent, le pouvoir, la réussite, mais personne de véritablement sincère à ses côtés. Marc dirigeait Dupont Autoservice sur la rue de la Guillotière. Le garage était minuscule, à peine assez grand pour 2 voitures, mais tout y était rangé avec soin. Sur le mur, quelques lettres de clients reconnaissants et une photo jaunie, un Marc plus jeune, souriant, son bras autour d'une blonde radieuse près d'une voiture de collection rouge. C'était Sarah, sa femme. Elle était morte 2 ans plus tôt d'un cancer du sein à seulement 29 ans. Marc se souvenait encore de ses dernières nuits à l'hôpital. Sarah lui avait serré la main en murmurant. « Apprends à Lily à rester gentille. Et n'oublie pas de t'aimer à nouveau, toi aussi. » Depuis, il vivait comme une machine, travail, sommeil, s'occuper de sa fille, puis recommencer. Les premiers mois, il en oubliait de manger, de se couper les cheveux. Jusqu'au jour où sa fille de 6 ans, Lily, lui demanda d'une petite voix. « Papa, pourquoi tu ne souris plus comme quand maman était là ?» Alors Marc avait décidé de réapprendre à vivre. Chaque matin à 6 heures, il préparait du café et le petit déjeuner de Lily, crêpes en forme de cœur ou tartines grillées avec des œufs brouillés. Elle s'installait sur sa chaise haute, les jambes battant l'air, lui racontant ses rêves de la nuit. « Papa, j'ai rêvé que maman m'apprenait à faire des biscuits. Elle disait que toi tu répares très bien les voitures, mais que tu es nul en pâtisserie. » Marc riait, le cœur serré. C'était vrai, Sarah avait toujours su le faire sourire, même quand elle n'était plus là. Le garage ouvrait à 8 heures. Ses clients ? Des chauffeurs de taxi, des livreurs, des étudiants aux vieilles voitures fatiguées. Marc ne demandait jamais des fortunes. Souvent, il offrait la main-d'œuvre ou avançait de l'argent pour acheter une pièce à ceux qui en avaient vraiment besoin. L'après-midi, il allait chercher Lily à l'école. Elle faisait ses devoirs dans un coin du garage, curieuse de chaque pièce mécanique. « À quoi ça sert, ça ?» demanda-t-elle un jour en pointant la transmission. « Ça aide la voiture à changer de vitesse, ma chérie. Comme les émotions humaines, parfois rapides, parfois lentes, mais il faut toujours en prendre soin. » Le soir, quand Lily dormait, Marc s'asseyait dans le petit jardin derrière la maison, une bière à la main, levant les yeux vers le ciel étoilé de Lyon. Il n'avait pas aimé une femme depuis Sarah. Pas par absence de solitude, mais par peur. Peur de perdre encore. Peur que Lily s'attache à quelqu'un qui finirait par les quitter. Peur que son cœur, déjà abîmé, ne survive pas à une nouvelle perte. Les week-ends, il promenait Lily au parc de la Tête d'Or ou chez un libraire. Elle montait parfois sur ses épaules, pointant du doigt les voitures anciennes qui passaient. « Papa, quand est-ce que tu pourras réparer des voitures aussi belles ? » Ma princesse, la beauté d'une voiture ne dépend pas de son prix, mais de l'amour que le mécanicien met à la réparer. Il ignorait encore que ces mots allaient bientôt prendre un sens plus profond qu'il n'aurait jamais imaginé. Pendant ce temps-là, à Paris, une autre vie se déroulait. Élise Moreau, 31 ans, était PDG de Morotech, une entreprise valorisée à plus de 2 milliards d'euros, surnommée par Forbes, la reine française de la tech avant 35 ans. Son bureau au dernier étage donnait sur la Seine, décoré d'œuvres d'art coûteuses et de meubles italiens. Mais la nuit, Élise restait seule dans son fauteuil en cuir, fixant les lumières de la ville, se sentant aussi vide que la tour dans laquelle elle travaillait. La semaine précédente, elle avait rompu ses fiançailles avec David Sterling, issu d'une grande famille de la finance internationale. Non par manque d'affection, mais parce qu'elle avait compris qu'il aimait davantage son statut que sa véritable personne. « Tu sais, Élise, quand on se mariera, mon portefeuille augmentera d'au moins 30%. Ta société complète parfaitement nos investissements familiaux. » Élise l'avait interrompu, posant calmement sa fourchette. « Tu te souviens au moins de ma couleur préférée ? Ou de mon plat préféré ?» David avait bafouillé. Le bleu et les sushis. Élise avait ravalé un rire amer. Elle détestait les sushis, et sa couleur favorite était le brun de la terre des champs du Limousin, où elle avait grandi. Ses parents avaient été pauvres. Sa mère femme de ménage, son père ouvrier agricole. Elle avait fait ses études à l'INSA grâce à des bourses et des petits boulots dans un café. Elle se souvenait des nuits blanches à coder, nourries de nouilles instantanées et de café noir. Son seul rêve, créer un logiciel utile et offrir à ses parents des voyages. Elle avait réussi. Aujourd'hui, il vivait paisiblement dans une maison à la campagne. Mais elle, malgré tout ce succès, s'était enfermée dans une cage de verre. Tout le monde la voyait, l'admirait, mais personne ne la comprenait vraiment.
Alors, cette semaine-là, Élise avait tout arrêté. Elle appela simplement son assistante. « Annule tout. J'ai besoin de 2 semaines. » Puis, elle enfourcha sa Harley-Davidson, cadeau d'anniversaire qu'elle n'avait jamais eu le temps de conduire, et prit la route vers le sud. Sans plan, sans rendez-vous. Juste le besoin de respirer à nouveau. Elle traversa la Bourgogne, les montagnes du Jura, les forêts de l'Auvergne. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait libre. Pas d'appel, pas de réunion, pas de regard scrutateur. Juste une femme sur une moto, les cheveux dans le vent. Mais en arrivant à Lyon, la pluie tomba soudainement. Sa Harley s'arrêta net. Impossible de la redémarrer. Son téléphone était éteint depuis le matin, volontairement, elle voulait couper tout contact. Elle se retrouva seule, sous l'averse, et comprit qu'elle avait oublié comment demander de l'aide. C'est alors qu'elle aperçut une lumière, une vieille enseigne, Dupont Autoservice. Pour la première fois de sa vie, Élise allait devoir compter sur un parfait inconnu. Et elle ne savait pas que c'était précisément ce dont elle avait toujours eu besoin. « Qu'est-ce qui ne va pas avec ta moto ?» demanda une voix grave. Marc Dupont venait de sortir sous la pluie, un chiffon taché d'huile à la main. Élise se retourna. Elle vit ses traits marqués, mais ses yeux, d'une douceur désarmante. Élise frissonna, sa voix tremblante sous le froid. « Je ne sais pas. » Elle s'est arrêtée d'un coup. Marc examina la Harley, puis leva les yeux vers elle. Ce n'était pas une cliente ordinaire. Ses vêtements, bien que simples, étaient de qualité. La montre à son poignet valait probablement plus que son garage entier. Mais ses yeux disaient autre chose. La fatigue. La solitude. Comme quelqu'un qui avait beaucoup voyagé, mais sans jamais arriver nulle part. « Entre. Tu es trempé. Je vais regarder ça. » dit-il calmement. Dans le garage, Élise s'assit sur une chaise en plastique. Elle l'observa travailler, chaque geste précis, méthodique. Parfois, il hochait la tête ou fronçait les sourcils. Les conduits d'essence sont bouchés, sûrement parce qu'elle n'a pas roulé depuis longtemps. Je peux la réparer. Mais il faudra attendre que la pluie cesse. Combien je vous dois ? Demanda Élise en sortant déjà son portefeuille. 50 €, répondit-il sans lever les yeux. Élise resta figée. À Paris, une telle réparation aurait coûté au minimum 200 €. Êtes-vous sûr ? Je peux payer plus. Marc s'arrêta, relevant enfin le regard vers elle, intrigué. Pourquoi veux-tu payer plus ? Ce travail vaut 50, pas davantage. Cette question la désarma. Dans son monde, tout avait un prix. Un prix élevé signifiait qualité, prestige, respect. Je voulais juste être certaine que ce sera bien fait. Marc sourit pour la première fois. Juge mon travail au résultat, pas au montant. À ce moment-là, de petits pas résonnèrent. Une fillette entra, ses cheveux en couette, un sandwich à la main. « Papa, j'ai faim. Tu as mangé ?» Puis elle aperçut Élise et ses yeux s'illuminèrent. « Bonjour. Tu es très jolie. » Élise éclata d'un vrai sourire, le premier depuis des semaines. « Bonjour, toi. Comment tu t'appelles ? » « Je m'appelle Lily. Et ça, c'est mon papa. Mon papa répare très bien les voitures. Il dit que les voitures, c'est comme les gens, elles ont besoin d'amour pour bien rouler. » Marc rougit. « Lily. » « Il a raison, » répondit Élise avec sincérité. « Je crois que je n'ai pas assez aimé ma moto. » La pluie continuait de tomber. Marc invita Élise à rester dîner. Un repas simple, des spaghettis et une salade. Lily parlait de l'école, de ses dessins, de son rêve de devenir vétérinaire. Élise l'écoutait avec attention. Pour la première fois depuis longtemps, une conversation n'avait rien à voir avec des contrats, des profits ou des actionnaires. « Et toi, qu'est-ce que tu fais comme travail ?» demanda innocemment Lily. Élise hésita. Que dire ? Comment expliquer ? Finalement, elle répondit en riant. « Je travaille avec des ordinateurs. Un peu comme des jeux, tu vois ?» Elle réalisa alors qu'elle n'avait jamais décrit son métier de façon aussi simple. Quand la pluie cessa, Marc avait terminé la réparation. La Harley redémarra aussitôt. Élise tendit un billet de 50 €, mais resta immobile un instant. « Est-ce que je pourrais revenir ? Je vais rester quelques jours à Lyon. » « Le garage est toujours ouvert, » dit Marc. Mais dans ses yeux brillait une chaleur qui dépassait les mots. Les jours suivants. Le lendemain, Élise revint, prétextant vouloir vérifier sa moto. Puis le jour d'après, avec l'excuse d'apprendre quelques notions de mécanique. Marc ne posa pas de questions. Elle n'expliqua pas non plus pourquoi elle prolongeait son séjour. Maria, la patronne du café voisin, qui avait l'habitude d'apporter un café à Marc, aperçut Élise et lança en souriant. « Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Marc aussi souriant. » Élise rougit, mais son cœur se réchauffa. L'après-midi, elle jouait parfois avec Lily dans le garage. La petite lui apprenait à dessiner. En échange, Élise racontait ses voyages à travers le monde. « Tu es allé dans tant d'endroits ?» soupira Lily. « Moi aussi, je veux grandir et voyager comme toi. »« Non, ma chérie. Tu dois grandir en devenant toi-même. C'est ça, le plus spécial. » Marc observait ces scènes. Son cœur, qu'il croyait fermé, se rouvrait doucement. Cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas vu Lily rire ainsi aux côtés d'une femme. Les moments partagés étaient simples, mais précieux. Élise apprenait à vérifier la pression des pneus.
Lily insistait pour qu'elle reste déjeuner et lui préparait un sandwich au beurre de cacahuète, fait avec beaucoup d'amour. Le soir, tous les trois s'installaient dans le petit jardin. Lily racontait une histoire avant de s'endormir. Marc rangeait ses outils. Élise, elle, savourait une paix inconnue. Pas de réunion. Pas de faux sourires. Juste des liens humains. Mais chaque nuit, un poids grandissait en elle. Chaque jour passé à Lyon était un mensonge de plus. Elle n'était pas simplement une femme, qui travaille avec des ordinateurs. Elle était PDG d'un empire. Et à Paris, son absence devait déjà semer le chaos. Pourtant, chaque fois qu'elle pensait partir, Lily l'embrassait pour lui dire bonne nuit. Ou Marc lui lançait un sourire sincère. Et Élise ne parvenait pas à briser cette magie. Marc, lui, se surprenait à attendre chaque visite d'Élise. Sa présence avait quelque chose de réparateur. Elle écoutait quand il parlait de Sarah. Elle encourageait Lily dans ses rêves. Elle voulait apprendre, sincèrement, à comprendre les moteurs. Il n'avait pas ressenti ça depuis la mort de sa femme. Cela l'effrayait, mais le rendait vivant. Un vendredi après-midi, Élise jouait avec Lily dans le garage quand son téléphone vibra sans arrêt. 15 appels manqués. Elle tenta de l'ignorer, mais finit par décrocher. « Élise, enfin. Où êtes-vous » La voix affolée de Jessica, son assistante, résonna. Le conseil d'administration exige une réunion d'urgence. L'action a chuté de 12%. Les médias parlent d'un problème de santé. C'est la panique. Marcus et Lily levèrent la tête. Élise coupa l'appel aussitôt, mais c'était trop tard. Conseil d'administration ? Action ? Demanda Marcus d'une voix basse. Élise sentit ses jambes trembler. Elle baissa les yeux. Je dois t'expliquer. Alors, elle raconta tout. Vasquez Technologies, la direction, la fuite de Paris, le besoin de respirer. Marcus l'écouta en silence, son visage se fermant peu à peu. Donc, tout ça n'était qu'un jeu, lâcha-t-il enfin, amer. Non. Ce que j'ai vécu ici, avec toi et Lily, c'est le plus vrai de ma vie. Le plus vrai ? Son rire était amer. Tu nous as menti pendant une semaine entière. Tu as laissé ma fille s'attacher à toi ? Et demain, tu repartiras à Paris, tu nous oublieras. Je n'oublierai pas, pleura Élise. Mais tu partiras. Tu es PDG, milliardaire. Nous, on n'est qu'une parenthèse amusante dans ton existence. Lily, les larmes aux yeux, supplia. Pourquoi vous vous disputez ? Marc serra les dents. Va dans la maison, Lily. Mais papa ? Va. La fillette s'enfuit, en pleurant. Élise tenta une dernière fois. Si je n'étais pas PDG, si j'étais juste Élise. Est-ce que tu… Mais tu ne le es pas, répondit Marcus. Et c'est bien ça, le problème. Élise partit sous la pluie battante, les larmes brouillant sa vue. Pour la première fois de sa vie, elle comprenait combien aimer pouvait faire mal. Le retour et la rupture. 2 semaines plus tard, Élise retrouva son bureau au 40 étage de la Défense. Les baies vitrées offraient une vue sur Paris, mais elle ne voyait que la petite lumière du garage de Marc. Elle reprit les réunions, les contrats, les décisions à plusieurs millions. Mais son cœur n'y était plus. Un mardi, son téléphone afficha un numéro inconnu. Madame Vasquez ? La voix de Maria, la patronne du café à côté du garage. Pardon de vous déranger, mais Lily a eu un accident. Elle est à l'hôpital. Marcus, il s'effondre. Il a besoin de vous. Le sang d'Élise se glaça. Quoi ? Quel accident ? Elle est tombée de vélo. Traumatisme crânien. Elle est dans le coma. Élise n'écouta pas la suite. Elle annula toutes ses réunions et monta dans le premier avion pour Lyon. À l'hôpital. Dans la chambre blanche, elle trouva Marcus assis près du lit. Barbu, les yeux cernés, il serrait la main inerte de Lily. La fillette avait la tête bandée, reliée à des machines. Élise s'assit à ses côtés, sa voix tremblante. « Je suis venue dès que Maria m'a appelé. Comment va-t-elle ? Les médecins parlent d'opération. Mais mon assurance, elle ne couvre pas. On veut la transférer dans un autre hôpital, moins spécialisé. » Élise prit son téléphone. Jessica, virez immédiatement 500 000 € à l'hôpital neurologique de Lyon. Service pédiatrique, Lily Thompson. Qu'on appelle la meilleure équipe. Marcus tenta de l'arrêter. Non, je ne peux pas accepter. Élise le fixa droit dans les yeux. Ce n'est pas pour toi. C'est pour elle. Elle mérite les meilleurs soins. Les larmes jaillirent des yeux de Marcus. Pourquoi es-tu revenu ? Parce que je l'aime. Parce que je t'aime. Parce que vous êtes ma famille. Le miracle. 3 jours, Élise resta à l'hôpital. Elle dormit sur une chaise, raconta des histoires à Lily endormie, pria silencieusement. Et le mercredi matin, 2 yeux s'ouvrirent faiblement. « Élise, tu es revenue. » chuchota la petite. Élise éclata en sanglots, serrant sa main. « Oui, mon ange. Je ne partirai plus. » Marcus se pencha, lui aussi en larmes. Il comprit alors qu'Élise n'était pas revenue par devoir, mais par amour. Un amour vrai.